Bienvenue dans Horizon 2050. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans son tout premier épisode Horizon 2050, nouveau podcast de la Société Nouvelle. Avant toute chose, il est important pour nous de vous expliquer notre concept. Nous aimerions que chaque invité nous donne un chiffre clé. Un chiffre qui, selon lui, a du sens et lui permet d'expliquer des défis environnementaux, sociaux, actuels ou futurs. Pourquoi un chiffre clé ? Eh bien tout simplement parce que les chiffres ont le pouvoir de rendre concret des choses parfois tangibles. Alors sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet avec notre tout premier invité. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Louis Lacoste, expert comptable engagé, formateur et fondateur du cabinet Lita, spécialisé en comptabilité carbone. Jean-Louis, on a une petite tradition dans ce podcast. Chaque invité choisit un chiffre clé, un chiffre qui, selon lui, incarne les enjeux sociaux et environnementaux d'aujourd'hui ou de demain. Donc Jean-Louis, quel est ton chiffre clé et pourquoi l'avoir choisi ? Mais déjà, bonjour. Merci beaucoup de m'accueillir pour cette première dans ce podcast. Donc, le chiffre clé que j'ai choisi, c'est le chiffre 6. En fait, le chiffre 6 pour la 6e extinction de masse qui est en cours et qui est causée par une seule espèce, l'espèce humaine. Et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est l'IPBES. Donc, l'IPBES, c'est l'équivalent du GIEC, mais pour la biodiversité. En fait, depuis 200 ans, on a une extinction des espèces qui est 10 à 1000 fois plus rapide que le rythme naturel. Et en fait, ça, c'est dû à notre activité économique. Donc, j'ai volontairement choisi de ne pas choisir un chiffre sur le CO2, sur le climat, puisqu'en fait, la biodiversité, c'est plus difficile à compter. Je pense qu'on va en reparler un petit peu après de pourquoi ce chiffre et pourquoi, en fait, c'est lié aussi un petit peu à l'histoire du cabinet Lita et aux valeurs que je porte. Très bien, merci beaucoup pour ta réponse. Donc effectivement, avant tout ça, on va un peu revoir ton parcours et du coup ton engagement, comme tu l'as dit. Toi, tu as un parcours d'expert comptable, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Ok. Et à un moment donné, tu as voulu faire le choix de te spécialiser, en fait, en quelque sorte, je suppose, dans la compta carbone. Quel a été ton déclic, du coup ? Pourquoi ce Alors, changement ? pourquoi cette bascule? Alors, j'ai un parcours assez classique d'expert comptable, dans le sens où j'ai fait un bac scientifique. Ensuite, j'ai fait un DCG, DSCG, et ensuite, j'ai travaillé en cabinet où j'ai fait mon stage d'expertise comptable. Mais je me suis toujours un petit peu, enfin plus qu'un petit peu, intéressé à ces enjeux climat. Dès gamin, en fait, ça a commencé avec le zoo de Mulhouse et un programme de protection des hamsters sauvages en Alsace. Donc, je devais avoir une dizaine d'années, je pense. Donc, ça a commencé un petit peu par ça, avec une famille très engagée sur ces sujets-là. Notamment petite sœur et mon frère qui travaillent, qui ont des jobs qui sont un petit peu en lien avec ça aussi. Donc on a toute la famille est mobilisée un peu autour de ça. C'est pendant mon stage d'expertise comptable qui a vraiment eu ce déclic pendant ces 3 ans de stage où j'ai choisi de travailler sur la durabilité. Je savais pas trop comment l'aborder en fait ce thème-là, puisque à l'époque, donc c'était en 2020, il y avait pas énormément 2019-2020, pas énormément de docs accessibles sur ces thèmes-là. Donc j'ai choisi de le faire par itération. Donc, j'ai creusé, en fait. J'ai fait de la documentation. J'ai commencé à lire des bouquins de plus en plus, des livres sur le climat, des livres sur la biodiversité, des livres sur l'économie en général. Et en fait, en lisant tous ces ouvrages, je me suis mis à écouter des podcasts, à regarder des vidéos. Et là, en fait, je suis tombé sur une vidéo de Jean-Marc Jancovici, une de ses conférences. Et là, j'ai l'impression de prendre un train en pleine tête, quoi. Où en fait, j'ai fait le lien entre l'économie, le changement climatique, les impacts sur la biodiversité. J'ai ensuite découvert les travaux d'Aurélien Barraud. J'ai lu un ouvrage qui a été vraiment fondateur un peu dans ces travaux-là, qui est Printemps silencieux de Rachel Carson, d'où le chiffre que j'évoquais juste avant. Donc, un ouvrage sur la destruction de la biodiversité par le DDT aux États-Unis dans les années 60. Donc en fait, j'ai vraiment fait ce lien entre la macroéconomie, la manière dont fonctionne notre économie moderne, et l'utilisation des ressources naturelles, et notamment des ressources fossiles. Le fait que dans notre quotidien, finalement, on utilise énormément d'énergie et donc de ressources fossiles. Mais là, je ne vais pas citer Jean Co non plus, hein, donc il faut aller voir un petit peu plus ses travaux. Et donc, j'ai travaillé sur la norme ISO 26000 dans mon mémoire, qui est en fait une approche de comment intégrer
la durabilité de manière pragmatique auprès de nos clients PME en tant qu'expert comptable, en fait, pour travailler sur les enjeux clés. Et finalement, le carbone, donc ce que je fais un peu plus aujourd'hui, les travaux sur le carbone, c'est venu après, en fait. C'est venu pendant la rédaction du mémoire où je me suis dit, punaise, la RSE, c'est génial, ISO 26000, c'est super. Mais moi, en tant qu'expert comptable, ce côté chiffre, il est plus accessible aujourd'hui du côté carbone. Ça fait un peu lien avec ce que j'ai dit juste avant, hein. Aujourd'hui, la biodive, malheureusement, je pense qu'on la travaille pas assez. Je pense que l'angle le plus abordable pour nous, experts comptables, aujourd'hui, c'est le carbone. D'accord, donc suite à toute cette réflexion sur, effectivement les chiffres, la durabilité, tu as donc Ouais, souhaité, fonder l'ITA, c'est ça. heu et donc quelle était ton ambition, en fait, concrètement? Quel était le lien? Est-ce que tu avais des objectifs précis, en matière d'impact, environnemental? Alors en fait, j'ai fondé le cabinet puisque le cabinet où je travaillais avant le stage m'avait proposé des opportunités intéressantes. Néanmoins, je voulais m'engager à plein temps sur ces thèmes-là. Je voulais vraiment que ça soit mon cœur de métier. Et en fait, je me suis dit, bon, après tout, je suis expert comptable, autant créer un cabinet et puis on verra bien ce que ça donne, avec l'idée de développer tout simplement des missions en lien avec la durabilité. Mais je me disais, bon, je vais faire ça au fil de l'eau, quoi, à moyen terme. Et en fait, j'ai obtenu une très bonne note à mon mémoire. Également, j'ai obtenu un prix national, donc le prix coup de cœur des mémoires du futur, d'un organisme qui s'appelle le Lab 50, qui est l'observatoire du futur de la profession de commissaire aux comptes. En fait, ça m'a ouvert beaucoup de portes au sein de la profession pour faire de la formation sur ces sujets-là. Et ça m'a ouvert aussi des portes au sein de l'association The Shifters. Je pense qu'on en reparlera après de la compta carbone. Et donc, ça m'a permis finalement de porter très, très vite ces sujets avec le cabinet. Donc, assez rapidement, je me suis dit, bon, il y a un sujet, il y a une ambition que je peux porter avec le cabinet, une image forte. Au départ, c'était plutôt de me dire que j'allais être un cabinet, pas modèle, mais pragmatique sur ces sujets-là. Donc, par exemple, je vais au boulot en vélo, je fais un maximum de déplacements en train. Quand je déjeune avec des clients, c'est végétarien. Je fais des cadeaux clients qui ont du sens. Ce genre de petits détails. Mais en fait, je me dis que c'est pas comme ça que on va pouvoir changer le monde à Cortex et Minus. On change le monde. Donc, l'idée, c'est surtout en fait d'influencer le débat à mon échelle dans la profession, que ça soit au niveau des instances, de manière bénévole, hein, tout ça, ou au niveau de la formation. Donc là, cette fois-ci, avec un modèle économique derrière. Donc au niveau d'organismes comme le CFPC, que je salue ici, hein, ils font un travail absolument incroyable, le centre de formation de la profession comptable, mais aussi au niveau du Conseil national de l'ordre, avec des permanents qui sont absolument incroyables là aussi, notamment Éric Ferjala, ou encore des élus, je pense notamment à Monsieur Hubert Tondeur, avec qui j'ai eu la chance de travailler. Donc l'ambition au départ, c'était de faire les choses correctement à l'échelle du cabinet. Et en fait, je me rends compte que en s'investissant assez, on peut avoir voix au chapitre et on peut porter le sujet pour que les confrères s'engagent. Parce qu'en fait, le cœur du sujet, c'est ça, c'est d'emmener un maximum de confrères, de manière pragmatique une nouvelle fois, sur ces sujets de durabilité. Et moi, mon axe, c'est plutôt la TPE, quoi. La TPE-PME, le boulanger du coin, le restaurant, le client restaurant, l'agence web, voilà, tous ces petits clients où on se dit, waouh, va peut-être pas faire un bilan carbone sur une société qui a un salarié, c'est peut-être trop lourd. Ou on va peut-être pas déployer une stratégie durabilité à long terme, c'est peut-être trop lourd. Même s'il faudrait le faire, hein. Surtout le bilan carbone, il faut le faire. Et je suis certain qu'on peut le rendre abordable aussi en tant qu'expert comptable. Mais voilà, mon idée, c'est ça, c'est d'emmener un maximum de clients parce que, de confrères pour qu'ils emmènent leurs clients. Et si on le fait de manière pragmatique et simple et concrète et d'une manière qui ressemble à nos métiers, eh ben en fait, on emmène tout le monde, quoi. Donc, on a un vrai pouvoir de changement. Donc, c'est ça, en fait, l'ITA. Enfin, le but de l'ITA, c'est ça, le changement. Je rebondis sur ce que tu disais concernant, faire les choses simples. Qu'est-ce que tu entends par là concrètement, au sein de C'est des l'ITA missions, en notamment? fait. C'est faire des missions. Alors, au sein de l'ITA, aujourd'hui, je fais pas encore beaucoup de missions parce que j'ai pas le temps. La formation m'occupe énormément. Et il y a ce bénévolat avec les shifters qui prend de la place. Donc, en fait, faire les choses simplement, là, c'est, je sais pas si c'est là que tu voulais en venir, mais la compta carbone. Mmh mh. OK. Ouais. Donc, en fait, ce qu'on fait avec le cercle thématique comptabilité carbone collaborative au sein de l'association The Shifters, donc The Shifters, en quelques mots, c'est la petite sœur du Shift Project. C'est une association de bénévoles qui œuvre à la décarbonation de l'économie française. Nous, on est dans un cercle thématique qui travaille sur la comptabilité. Donc, voilà, c'est pragmatique.
on parle de compta, je suis expert comptable, je me dis, allons dans ce cercle thématique, faisons de la compta, hein, c'est ce qui ressemble le plus à nos métiers. Là où la RSE au sens ISO 26000 ou au sens CSRD, hein, peut-être on pourra en reparler, Mhm. est peut-être un peu plus éloigné de nos métiers, donc à mon sens, peut-être qu'on peut plus difficilement massifier en fait. Donc moi, mon idée, c'est de faire quelque chose hyper pragmatique. Donc ce qu'on fait en fait, c'est une compta en CO2. En 2 mots, hein, on peut le résumer comme ça. Une compta en CO2 avec pour but de mettre le poids carbone sur les factures. Donc notre idée, c'est de calculer le poids carbone à l'échelle du produit en étant isocompta. Quand on dit isocompta, c'est-à-dire en reprenant les bases de la comptabilité, en fait, ce qu'il y a dans la compta. Donc, c'est-à-dire les écritures comptables, en fait, hein, les factures. On part de ça, on part de la comptabilité. On s'intègre donc dans ce qu'on pourrait appeler le périmètre du bilan carbone, dans l'écosystème du bilan carbone, son scope, mais on ne fait pas un bilan carbone. Parce qu'en fait, on ne va pas calculer le scope 3 aval, mais on va calculer ce qu'il y a dans l'entreprise et notamment tout ce qui entre, en fait, avec une mise en place de compta carbone. Par contre, on recommande de faire le bilan carbone, hein. On s'intègre dans un objectif plus général de objectif net zéro, donc à l'échelle macroéconomique, hein, et donc à l'échelle de l'entreprise. Parce qu'en fait, notre constat, enfin, en tout cas, je m'exprime plus à titre personnel, là, mon constat, c'est qu'aujourd'hui, les TPE-PME, elles font rien. Quand tu vas acheter ta baguette, tu n'as jamais vu le poids carbone sur la baguette. Quand tu as des honoraires comptables, tu as très rarement les honoraires comptables sur la facture. Alors, il y a un cabinet qui le fait en France, un cabinet pionnier, c'est le cabinet Coviv avec Octavie Véricel que je salue. Mais l'immense majorité des experts comptables aujourd'hui ne mettent pas le poids carbone sur leur facture. Ça veut dire que si tu fais le bilan carbone d'une entreprise qui est dans cette chaîne-là, eh ben en fait, la compta, elle est en monétaire, quoi. Et ça, je trouve ça, c'est pas juste parce qu'on peut difficilement décarboner si on ne sait pas quels sont les zones comptables, enfin, le poids carbone de nos zones comptables. Et tu fais ça sur l'ensemble de tes produits, hein. Donc, notre objectif, c'est vraiment d'améliorer le comptage du carbone à l'échelle des produits avec l'appui de la comptabilité. On va reprendre les grands principes comptables, hein. C'est vraiment ça l'idée. On passe des écritures avec pour monnaie le CO2. On produit des états comptables, donc un bilan en carbone et non pas un bilan carbone, hein, j'insiste. Mhm. Donc c'est un bilan actif-passif, hein, avec du CO2 et ce qu'on appelle un compte d'équilibre carbone. Ça, c'est vraiment super intéressant. En fait, c'est l'équivalent de ton compte de résultat comptable, mais en CO2. Donc, en fait, on va comptabiliser des charges, c'est-à-dire ce qui entre, les achats, l'indirect amont et des émissions directes de l'entreprise. Hein, si par exemple, tu es, je sais pas moi, une entreprise qui fabrique de la chaux, quand tu fabriques de la chaux, il y a une réaction chimique qui se fait que ça émet du CO2. Donc là, ça va nous générer une écriture qui n'est pas en compta, hein. T'as pas, on est sur le flux physique là. On traduit le flux physique en écriture comptable. Et ça doit être égal à ce qui ressort de l'entreprise. Donc ce que tu vends. En fait, tu affectes tes achats et tes émissions directes sur tes factures de vente. Et on a donc ce compte d'équilibre carbone qui tend vers zéro. On le réalise via une comptabilité analytique où on affecte les poids carbone sur les produits pour que ça figure en fait sur les factures de vente, ce qui permet la mise en place d'une concurrence carbone, la mise en place de plans de réduction dans les entreprises, la mise en place sur toute la chaîne de valeur d'une analyse poussée. Et en fait, ça se complète très bien avec le bilan carbone. Ça permet vraiment d'améliorer les bilans carbone, de les faciliter. Parce que le bilan carbone, je pense que tu le sais, hein, une grosse partie, quand on fait un bilan carbone, c'est le scope 3 aval. Hein, et ça, on ne l'a pas, nous. Hein, c'est l'usage du bien. Tu as une voiture, par exemple, l'immense majorité de ton poids carbone, c'est le carburant que tu vas consommer. Ça, nous, on ne l'a pas, hein. Nous, on a vraiment la construction de la voiture, son entretien. Hein. On n'oppose pas du tout les deux méthodes. Donc, nous, si tu veux, c'est un peu comme, si on peut donner une image, le fonctionnement de la TVA. On ajoute, par ajout successif d'une entreprise à l'autre, la valeur ajoutée carbone sur toute la chaîne de valeur pour avoir à la fin, au niveau du consommateur, l'empreinte carbone hors usage. Merci beaucoup pour cette réponse très, très claire. Est-ce que si on prend l'exemple du coup du chiffre clé que tu nous as donné tout à l'heure, comment ce type de données, ce chiffre en tout cas, peut être intégré dans la comptabilité? Enfin, quel lien tu y vois, notamment au niveau des entreprises TPE, PME? Alors, pour le sujet de la biodiversité, aujourd'hui, il existe une méthode qui s'appelle la méthode CARE. Alors, je ne suis pas du tout spécialiste de la méthode CARE, hein, mais c'est quelque chose de beaucoup plus complet qui intègre le coût de remise en état de l'environnement. Donc, un calcul de l'entreprise, elle dégrade l'environnement.
Par exemple, si on prend cette histoire d'extinction de masse, ça pourrait être, tu laboures ton champ et demain, en fait, tu choisis d'utiliser des chevaux pour avoir un labour qui soit moins agressif. Et en fait, tu vas calculer la différence de coût entre le tracteur et les chevaux parce que le tracteur, il a des externalités négatives qui pourraient être, je sais pas moi, tasser les sols, quoi, par exemple. Donc, tu vas comptabiliser ça, cette différence de coût. Donc, il faut aller chercher des scientifiques, des spécialistes et quelque chose de beaucoup plus intégré comme comptabilité. On parle de comptabilité multicapitaux, c'est vraiment l'étape d'après. Le chiffre que j'ai proposé, on ne peut pas l'appliquer avec notre compte à carbone. Cette extinction de masse, il n'y a pas de lien direct avec cette compte à carbone, puisqu'en fait, le changement climatique sur la biodiversité, il a un impact. Alors, de mémoire, je l'ai lu hier, je crois que c'est 11% de la pression sur la biodiversité qui est liée au changement climatique. Mais en fait, il y a beaucoup d'autres enjeux. Les espèces invasives, tu as bien entendu l'usage des sols, la déforestation, la surexploitation des ressources, par exemple pour la pêche, on pense au chalutage. Et là, ce lien, il ne se fait pas directement. Moi, le lien, je le vois dans la normalisation de la prise en compte de l'extra-financier dans les entreprises. Si demain, on arrive à mettre en place une comptabilité carbone pragmatique partout, l'étape d'après, c'est d'aller chercher ça. C'est d'aller chercher les mesures d'impact, d'aller chercher l'entreprise contributive, d'aller chercher d'autres modèles dans les entreprises pour prendre en compte les enjeux sociaux, environnementaux et de gouvernance. Et là, on s'intègre beaucoup plus dans une démarche RSE. Donc, si tu veux, je vois vraiment ça en plusieurs étapes, quoi. On va commencer par une sensibilisation, une fresque du climat, une fresque de la biodiversité, une fresque de la mobilité. Ensuite, on va mettre en pratique avec une comptabilité carbone collaborative, avec pourquoi pas un rapport VSME, qui est la version volontaire de la CSRD. Ensuite, on va faire un bilan carbone, naturellement. Et là, en fait, on va avoir une acculturation du chef d'entreprise à ces sujets-là, une prise de conscience qu'en fait, son modèle économique, il dépend d'enjeux extérieurs, que l'entreprise, elle s'intègre dans un écosystème qui est constitué par le climat, la biodiversité, la résilience des chaînes de valeur. Et là, on va pouvoir amener beaucoup plus facilement des modèles. Je ne pense pas que toutes les entreprises feront care demain, mais il faudrait. Il faudrait parce que pour prendre en compte ces enjeux-là, parce que finalement, le climat, dans notre survie moyen terme, ça devient catastrophique à la fin du siècle, mais la biodiversité aussi. Et tous ces enjeux sont concomitants et on ne peut pas les prendre de manière isolée. On peut les relier aussi aux enjeux sociaux. Il faut vraiment avoir une approche holistique, donc couvrir tous les enjeux. Et ça, c'est ce que nous recommande ISO 26000, si on prend un peu de hauteur. Donc, il ne faut pas avoir un seul angle de vue. Mais je pense, par contre, qu'il faut l'amener dans les TPE-PME avec un angle, dans un premier temps en tout cas, simple et pragmatique. Donc, malheureusement, le chiffre que j'ai évoqué au début, la 6e extinction de masse, je la vois mal l'évoquer de prime abord avec mon boulanger, avec mon client boulanger. Plus difficilement, en tout cas. Justement, ça mène sur un sujet. Est-ce que toi, tu penses qu'aujourd'hui, les entreprises françaises, en tout cas, sont vraiment prêtes à intégrer la comptabilité carbone dans leur gestion? Ou bien est-ce que c'est encore quelque chose vu comme contraignant? Alors, c'est pas forcément vu comme contraignant, je pense, puisqu'il y a des avantages intéressants au niveau d'appel d'offres, en termes de différenciation. On est dans la recherche de facteurs clés de succès, de différenciation. Aujourd'hui, on voit bien que les entreprises qui performent, en tout cas sur certains modèles économiques, c'est celles qui font les choses différemment. Si je prends le cas de la restauration, on tend vers un modèle où les restaurants étoilés, c'est les restaurants qui ont un menu du jour, en fait, qui font avec ce qui arrive le matin, qui font avec des produits frais de saison. Donc, on a quand même une bascule dans les modèles économiques où, en tout cas, tu vas avoir des pionniers qui se posent ces questions-là en abordant ça de manière volontaire. Et c'est aussi le sens de la marche avec la CSRD, d'alléger la contrainte, mais d'encourager le volontariat. Est-ce qu'elles sont prêtes à intégrer la compta carbone? Alors, je pense que la facture électronique va jouer un rôle important. Je parle côté cabinet, là, côté cabinet d'expertise comptable. Dans les clients qu'on accompagne, ça va être beaucoup plus simple d'aller chercher de l'extra-financier, c'est-à-dire tout simplement de regarder ce qu'il y a sur les factures et de l'analyser et d'en produire de la donnée avec ça, une fois qu'on aura la facture électronique. Puisque la facture électronique, elle va nous permettre de traiter plus rapidement la compta monétaire, mais elle va aussi nous permettre de nous pencher véritablement sur les factures. Je pense qu'on aura beaucoup plus facilement une compta en temps réel, et donc on pourra se poser la question du conseil, analyse de coût de revient, la manière dont l'entreprise elle travaille, ouvrir un peu la boîte noire entreprise. Et là, en fait, je pense qu'on va pouvoir l'ouvrir, nous, en tant que cabinet, avec l'arrivée de la facture électronique.
Je pense que ça va être un peu game changer, si on peut utiliser un terme anglais là-dessus, pour cette approche cabinet. Et au niveau des entreprises françaises au sens plus large, je pense que la CSRD a joué un rôle là un peu d'électrochoc, en disant waouh, en fait, il y a tout ça à faire, c'est complexe, c'est hyper intéressant, on travaille sur le modèle d'affaires si on le fait correctement. Et donc, je pense qu'il y a quand même une prise de conscience. On oppose toujours fin du monde versus fin du mois. Et en fait, je pense que ça va vraiment ensemble. Il y avait une étude, alors je crois que je sais plus si c'est Good Management ou France Stratégie qui avait fait ça, sur, je crois que c'était France Stratégie, sur la performance d'une entreprise qui intègre les enjeux extra-financiers, en tout cas la RSE au sens large, et elle était plus performante. Moi, j'aime bien dire que quand on fait de la RSE, on met de l'huile dans les rouages de l'entreprise. On travaille avec toutes ces parties prenantes, avec ses salariés, ses fournisseurs, ses clients, l'écosystème dans lequel on est. Donc, je pense qu'il faut vraiment l'aborder comme ça, d'un point de vue très pragmatique. Pourquoi est-ce qu'on irait sur ces sujets-là? Eh ben parce qu'en fait, c'est intéressant au niveau du modèle économique, de sa résilience, de comment l'entreprise elle fonctionne, comment elle gagne de l'argent, comment elle vit. Alors, j'ai un regard un peu critique sur la croissance verte. On pourrait parler aussi de gains de rendement et d'effets rebonds sur ces sujets-là, hein. Je ne suis pas certain qu'on arrivera à maintenir un tel niveau de consommation avec une vraie transition. Il suffit de regarder les chiffres du CO2 par habitant en France, hein, on est à peu près à 10 tonnes, il faut descendre à 2,5 tonnes. Je pense qu'il va falloir qu'on aille vers une croissance différente, c'est-à-dire travailler mieux, différemment. Si je prends l'exemple du cabinet, d'un cabinet comptable, tu as deux types de croissance qui vont avec la facture électronique, hein. Soit tu fais plus de dossiers, soit tu fais tes dossiers différemment. Ben moi, je choisis l'angle, faire les dossiers différemment. Donc, c'est une autre forme de croissance, hein, finalement, qui peut se traduire en chiffre d'affaires, hein, bien entendu. Je pense qu'il faut être un peu vigilant là-dessus et pas amener de solutions miracles dans les entreprises en disant bon, ça va tout révolutionner. Il faut faire attention au modèle d'affaires quoi, sur ces thèmes-là. Et justement, est-ce que tu vois des blocages au niveau des entreprises ou à l'inverse des bonnes pratiques qui pourraient être mises en place et qui soit empêchent ou soit permettent de faire avancer les entreprises? Je pense que la première bonne pratique, c'est la compréhension des enjeux. C'est de dire qu'en fait, le modèle économique de la majorité de nos clients aujourd'hui, je parle côté expert comptable une nouvelle fois, hein, je suis pas sûr qu'il tient à plus 4 degrés. On s'y dirige tranquillement, hein. Le gouvernement nous a créé un plan d'adaptation. Donc, je pense que c'est déjà une prise de conscience, de ne pas y aller, peut-être pas par la norme dans les TPE-PME, c'est plutôt que ça soit volontaire pour se dire, OK, comment je fais pour que mon modèle économique il tienne la route? Si je prends un exemple local, par exemple avec les vins de Bourgogne, en ce qui me concerne, c'est le climat qui est classé dans les vins de Bourgogne. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le vigneron qui ne se pose pas la question de que va devenir sa vigne à plus 1,5, 2, 2,5, 3 degrés, je pense qu'il a un sujet de pérennité d'entreprise. La première approche, là aussi, c'est du pragmatisme, c'est de se poser la question de la résilience du modèle d'affaires. Et ensuite, les bonnes pratiques, je pense que c'est tout simplement de se lancer, d'aborder ça une nouvelle fois de manière simple et cohérente au regard des enjeux clés de l'entreprise. Donc, première approche, c'est de se dire, OK, quels sont mes enjeux? Je reviens sur l'exemple d'un cabinet comptable. Je ne suis pas sûr que l'enjeu principal d'un cabinet comptable, ça soit le carbone sur ses factures à lui. Par contre, accompagner ses clients dans la prise en compte des enjeux extra-financiers, ça, c'est un enjeu pour lui. Donc là, lui, l'enjeu, il est plutôt en aval, hein, que dans son modèle économique. Par contre, s'il fait son bilan carbone, ou en tout cas qu'il travaille sur ses données CO2, on va aller là aussi sur ce qu'il y a de plus important. Donc, on va se concentrer sur l'isolation des locaux, sur les déplacements des collaborateurs, sur les repas, pourquoi pas. Mais on ne va pas remplacer les gobelets en plastique par des tasses, même s'il faut le faire, hein, mais peut-être que ce n'est pas l'enjeu clé. Même s'il faut quand même faire des petites actions, hein. Je ne dis pas le contraire. Donc c'est ça, aller sur les enjeux stratégiques. Dans un cabinet comptable, tu auras la formation aussi, par exemple. Si tu travailles avec, par exemple, un charpentier, tu vas pouvoir te poser la question de l'origine du bois. Si tu travailles avec un restaurant, c'est l'origine des produits, les kilomètres moyens, le pourcentage de produits faits maison. Être pragmatique, je pense que c'est ça la bonne pratique. Se poser la question de ces enjeux clés et être pragmatique. Et au niveau des blocages, je pense que c'est l'entreprise qui, aujourd'hui, ne se préoccupe pas de ça. Et en fait, on arrive avec des gros sabots en disant il faut tout faire, il faut tout révolutionner. Je pense que ça crée des tensions. J'ai l'impression que c'est un peu ce qui s'est passé avec la CSRD, où en fait, des entreprises qui ne produisaient pas de DPEF se sont retrouvées à devoir produire une CSRD. Et elles ont vu la montagne que c'était, même si c'est
hyper important hein, en termes de modèle économique. Tout à l'heure, j'ai parlé de croissance. Je ne remets pas du tout en cause la croissance. Hein. Je remets en cause la résilience des modèles économiques face aux enjeux extra-financiers. Et en fait, on est arrivé en leur disant, il va falloir que vous réfléchissiez à votre modèle économique demain de manière extrêmement structurée. Il ne faut pas oublier que la CSRD, c'est du reporting. Donc, en fait, on dit juste ce qu'on fait. Si l'entreprise, elle n'a pas réfléchi avant à ce qu'elle allait faire et pourquoi elle va le faire, bah, la CSRD, c'est juste une grosse contrainte, quoi. Donc, voilà, il faut l'aborder dans ce sens-là. Qu'est-ce qu'on fait au regard de nos enjeux? Je ne sais pas si c'était clair. Si, tout à fait, Ouais. tout à fait. Merci. On va passer sur un autre sujet, qui du coup apporte une pierre à l'édifice. Toi, tu es formateur sur ces sujets. Mhm. Est-ce que tu penses que les futurs experts comptables et dirigeants d'entreprise, sont suffisamment préparés à ces enjeux, justement? Alors, effectivement, je suis formateur pour le compte de différents instituts régionaux de formation, donc qui diffusent les formations du CFPC, donc du centre de formation de la profession comptable, avec qui j'ai la chance de travailler pour créer des formations à destination des mémorialistes et des experts comptables, donc à destination, pardon, des experts comptables stagiaires et des experts comptables. Est-ce qu'ils sont armés pour faire face à ces enjeux? En fait, on leur en demande beaucoup, je pense, aux experts comptables. On doit être spécialiste de tout, et c'est toujours un peu complexe. Là aussi, on en revient au pragmatisme. Je pense qu'il y a deux axes à avoir, c'est de dire est-ce que je me spécialise ou est-ce que je maîtrise le minimum. J'ose espérer que demain, le minimum, ça sera le bilan carbone, la compta carbone et la VSME, donc la CSRD volontaire. Tu as le côté spécialiste où là, tu vas peut-être aller plus loin sur du CARE ou de la CSRD au sens réglementaire. Accompagnement à la mise en place de la CSRD, double matérialité, analyse de chaîne de valeur, tout ça. Aujourd'hui, je ne suis pas certain que les experts comptables mémorialistes soient armés. En tout cas, les experts comptables ne sont pas forcément prêts là maintenant, le 26 mars 2025, pour faire ces missions-là. Par contre, ils sont câblés pour le faire. On a une approche qui est très pragmatique dans la profession, qui est très ingénieur-friendly, si on peut le dire comme ça. Donc, en fait, en abordant les choses avec une méthode, en leur expliquant comment faire, étape par étape, évidemment qu'ils vont y arriver, hein, que ce soit pour la compta carbone ou le bilan carbone. En témoignent les nombreux partenariats entre l'Association pour la transition bas carbone et le Conseil national de l'ordre des experts comptables. Je crois qu'aujourd'hui, il doit y avoir 150 experts comptables qui sont formés au bilan carbone. Donc, c'est assez proche de nos métiers, finalement. Mmh. Moi, ce que je vois dans les mémorialistes, les experts comptables mémorialistes, que j'ai la chance d'accompagner en coaching pour leur mémoire de DEC, mais aussi à l'occasion des formations que je fais avec les IRF, c'est qu'il y a une vraie envie. Il y a une vraie envie d'aller sur ces sujets-là parce qu'ils sentent que c'est utile pour les dirigeants et que finalement, ça reste pragmatique. Qu'on vient avec nos armes et on parle de la manière dont l'entreprise elle travaille. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va aller augmenter la compta avec ces sujets-là. On utilise la comptabilité pour en faire encore autre chose, c'est-à-dire une analyse plus large du modèle économique, comme je l'ai déjà dit là, hein, dans un écosystème qui soit carbone, biodiversité, social, de gouvernance. Donc finalement, on raccroche les wagons, quoi. On va plus loin. Les formations se développent, il y a énormément de choses qui se font à l'ordre. Les élus sont très largement mobilisés. J'ai la chance de travailler avec nombre d'entre eux. Donc, moi, je pense que demain, et en tout cas, j'espère qu'on sera une profession importante, et on l'est déjà, je pense, sur ces sujets-là. Et je pense que c'est un bienfait au niveau économique que l'expert comptable aille sur ces sujets-là, parce qu'on est très pragmatique, quoi. Un expert comptable, il ne vendra jamais un truc inutile à son client. Il le fera toujours avec rigueur. Il ne s'engagera pas sur des choses qu'il ne peut pas faire. Il attestera pas des choses qui ne correspondent pas à la réalité. Donc, c'est aussi une manière de lutter contre le greenwashing, hein, ou le social washing et toutes ces formes-là de greenwashing environnemental, social, de gouvernance, tout ce que tu veux, où là, en fait, on est, je pense, une profession qui a un rôle à jouer en termes de confiance. Et là, on peut raccrocher aussi le commissaire aux comptes. Hein. Pourquoi pas l'audit du bilan carbone, enfin, en tout cas son analyse, qui est une nouvelle mission qui est proposée en partenariat avec une nouvelle fois l'ABC. Les futurs experts comptables sont très sensibles à ça. Moi, je vois une augmentation des sujets de DEC, de diplôme d'expert comptable, pardon, sur les sujets de durabilité et un niveau de plus en plus important sur ces thèmes-là. Par exemple, il y a quelques années, on voyait le bilan carbone en cabinet. Aujourd'hui, on voit le bilan carbone analytique dans le secteur de la restauration. On voit la comptabilité CARE appliquée au secteur d'un vignoble de Bourgogne. On voit l'application de la norme VSME dans le secteur de l'emballage. C'est quelque chose c'est beaucoup plus technique, précis, où en fait, on aborde ça avec la même rigueur
que quand tu traites un sujet fiscal. Donc, il y a un vrai apport, quoi. Et les jeunes y vont, la profession y va, il y a des missions qui se développent. Aujourd'hui, c'est encore complexe de vendre des missions parce qu'on n'est pas des bons commerciaux. Les experts comptables, on est là aussi hyper pragmatiques. Donc parfois, on se fait violence pour aller emmener des choses qui sont autre chose que de la compta. Et là aussi, la profession se forme sur ces thèmes-là. Donc si demain une PME souhaite mesurer et réduire son empreinte carbone, quelles seraient concrètement les premières étapes à suivre pour elle? Eh ben, la mise en place d'une compta carbone. Je pense que ça doit commencer par ça. Moi, je suis assez contre le monétaire, enfin, voilà, en accord avec ce que propose le bilan carbone à l'ABC. Donc, je pense que ça peut être intéressant pour avoir des données de départ, d'aller chercher des données monétaires, mais on ne doit absolument pas se contenter de ça. Donc, c'est rapidement mettre en place une comptabilité carbone avec l'appui de son expert comptable et ensuite embrayer sur un bilan carbone. Mmh. Et de manière pragmatique, c'est commencer à demander à ses fournisseurs qui mettent le poids carbone sur leur facture. Donc, il y en a 2-3 qui vont grincer les dents. Hein. Il y en a qui le font. Hein. J'ai vu il y a quelques jours OVH, par exemple, qui propose, quand tu te connectes sur le site d'OVH, tu as le poids carbone des prestats. Ça commence à arriver. J'ai vu qu'il y avait aussi des fournisseurs dans le domaine des matériaux, dans l'électricité, qui fournissaient des poids carbone. Donc, ça commence à arriver. Après, il faut voir ce qu'il y a derrière. Donc, aller demander de la donnée à son écosystème, c'est-à-dire à ses fournisseurs. Et en fait, être, comment je peux dire ça? Pas être leader, mais oui, c'est un petit peu ça quand même. Le mettre sur ses factures, quoi, tout simplement. Mmh. Et tendre vers une donnée de plus en plus précise avec une comptabilité en CO2, une comptabilité carbone et ensuite un bilan carbone. Mmh. Avec des plans de réduction. Mais la première approche, c'est une compta carbone collaborative qui évolue vers de plus en plus de précision. Et donc justement à ce niveau-là, si admettons qu'on se projette en 2050, à quoi devrait ressembler une comptabilité qui intègre pleinement les enjeux environnementaux et sociaux? Alors c'est rigolo parce que la projection vers 2050, c'est quelque chose qu'on a fait dans le groupe local des shifters à Besançon. Et c'était un exercice assez intéressant et les réponses étaient assez déroutantes, puisqu'en fait après c'est un groupe de gens très engagés, hein, donc il y a un impact forcément sur les réponses, mais c'était un monde assez différent, ou avec une mobilité douce, une consommation différente. Une entreprise qui intègre pleinement ces enjeux en 2050, je pense qu'elle a une comptabilité multicapitaux. Je pense qu'elle prend en compte ses externalités négatives, que ce soit par le carbone ou par le reste, hein, la biodiversité notamment. C'est une entreprise qui est plus intégrée dans son écosystème, qui a une conscience des risques sur sa chaîne de valeur, qui a compris sa chaîne de valeur, et en fait qui n'a pas uniquement une lecture euro, mais qui a une lecture qui est beaucoup plus long terme, qui s'intègre beaucoup plus dans, je l'ai dit 50 fois, mais un écosystème. Voilà, une compta beaucoup plus intégrée, je ne sais pas si on peut utiliser ce terme-là, mais une compta multivision, en fait. Hein. Donc voilà, que ce soit sur le carbone ou la prise en compte de la remise en état de l'environnement, peut-être des modèles économiques qui n'existent plus, puisque trop dégradantes pour les écosystèmes, donc avec des indicateurs qui, par exemple, les banques qui financent plus ce type d'activité, ou les clients qui se réorientent vers des entreprises plus transparentes, ou en tout cas qui ont, pourquoi pas, un impact positif. L'entreprise contributrice, je crois que c'est, voilà, aller chercher des modèles à impact positif et des systèmes de mesure qui reprennent notre compta en partie double qui existe depuis Venise, donc auditable, certifiable, transparente et la plus juste. Quand je dis juste, c'est peut-être pas le bon terme, la plus précise possible sur ces enjeux-là. OK, donc selon toi, même si tu l'as peut-être vaguement déjà dit, quelles seraient les mesures en fait les plus efficaces à mettre en place, dès aujourd'hui pour accélérer, justement cette transition et aller vers cette évolution 2050? L'obligation pour toutes les entreprises de faire un rapport extra-financier qui pourrait être inspiré de la VSME, donc la norme volontaire CSRD, ça ce serait un premier axe. Et en fait, s'inspirer tout simplement des recommandations de la Convention citoyenne pour le climat, qui avait fait des choses absolument passionnantes et qui auraient été très impactantes. Par exemple, le fait que toutes les entreprises fassent un bilan carbone, qui peut avoir plusieurs niveaux. Hein. On en revient à ce qu'on a dit avant, hein, le compta carbone collaboratif, bilan carbone, ces choses-là ensemble, qui est de la donnée en fait. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de données.
quand on fait des expérimentations, et c'est ce qu'on fait là avec les shifters sur la compta carbone, on se heurte aujourd'hui à une donnée qui est assez imprécise, mais c'est les mêmes problèmes que les consultants bilan carbone. Hein. On a les mêmes sujets. C'est qu'aujourd'hui, c'est complexe d'aller chercher de la donnée physique à partir des comptabilités. Donc, les mesures les plus efficaces, c'est ça. C'est amener du flux physique dans la comptabilité. Merci beaucoup, Jean-Louis. Est-ce que tu aurais Merci. un dernier conseil pour les entreprises ou les jeunes professionnels qui veulent s'engager dans cette voie et en savoir peut-être davantage? Ouais, ouais, j'en ai un, mais et ensuite je conclurai avec une petite citation qui est assez longue, je suis désolé d'avance, mais de Rachel Carson. Pour le conseil, c'est d'être curieux. D'être curieux, en fait, de creuser les sujets, d'aller au bout des idées, même si ça marche pas, hein, on se rend compte que c'est pas faisable, voilà, mais avoir une attitude critique vis-à-vis de ce qui est présenté comme un état immuable, puisqu'en fait, notre société thermo-industrielle telle qu'on la connaît, elle est récente, hein, 1850 et quelques, à Titusville en Pennsylvanie, premier puits de pétrole découvert par Edwin Drake, qui change complètement notre société, hein, avec tout ce qu'on a connu avec Rockefeller et l'énergie abondante. Aujourd'hui, on est à un moment de bascule, donc je pense qu'il ne faut pas hésiter à remettre en cause un petit peu cet ordre établi. Alors, je ne dis pas de faire la révolution, hein, puis d'aller lancer des pavés, c'est pas ce que je dis, mais de se poser des questions sur la manière dont on travaille, surtout en tant qu'expert comptable, où on a la confiance de nos clients et on a un rôle stratégique à jouer. C'est un devoir presque. Hein. Notre devoir de conseil, on pourrait l'étendre à un devoir sociétal, devoir d'information, devoir de prise en considération des enjeux. Donc voilà, la curiosité et ensuite bosser, quoi. Hein. Une fois qu'on a la curiosité, on découvre un sujet, on bosse, quoi. Lire de la doc scientifique, science, conscience, indépendance, hein, c'est le slogan de la profession. Appliquer la science sur ces sujets-là, aller au bout du sujet, quoi. Voilà, curiosité, et une fois qu'on a trouvé quelque chose, on creuse. Et on fait le lien entre d'autres métiers, d'autres sujets et notre métier d'expert comptable. Pour conclure, si tu me le permets, je vais citer Rachel Carson. Dans son ouvrage Printemps silencieux, elle a écrit quelque chose, donc en 1962 hein, quand même. Donc c'est ancien quand même, et en fait, ce qu'elle dit là, je trouve qu'on peut le dupliquer à dès maintenant. Donc elle a écrit nous voici maintenant à la croisée des chemins, deux routes s'offrent à nous, mais elles ne sont pas également belles. Comme dans le poème classique de Robert Frost, celle qui prolonge la voie que nous avons déjà trop longtemps suivie est facile, pompeusement aisée. C'est une autoroute où toutes les vitesses sont permises, mais elle mène droit au désastre. L'autre, le chemin le moins battu, nous offre notre dernière, notre unique chance d'atteindre une destination qui garantit la préservation de notre terre. Et je pense qu'on aurait beaucoup à apprendre de ça. Et je pense que, en tant qu'expert comptable, on pourrait faire le choix d'emprunter ce chemin moins battu. Merci beaucoup, Jean-Louis, de finir sur cette note incroyable. Avec plaisir. On retient Merci à Rachel effectivement Carson. beaucoup de choses. Ouais, carrément. On retient qu'effectivement, la compta carbone, c'est à l'heure actuelle un outil de mesure primordial, si je puis dire, et Ouais, donc un levier sous toutes ses d'action. formes. Hein. Sous toutes Mmh. ses formes. Hein. Comptabilité carbone, bilan carbone, et ensuite aller plus loin avec du CARE, quoi. D'accord, ouais, donc un vrai levier d'action, en tout cas Ouais, pour la suite et pour Horizon 2050, c'est notamment, ça. pour les entreprises qui veulent s'engager vers un futur plus responsable. Donc c'est C'est la ça. fin de ce premier épisode. Encore merci. Aujourd'hui, on a abordé beaucoup de choses. N'hésitez pas à partager ce premier épisode. Et d'ici là, restons curieux, engagés et tournés vers 2050.